Imaginez une organisation criminelle si puissante qu'elle comptait plus de membres que l'armée entière de son propre pays. Une mafia qui ne se cache pas, mais qui convoque des conférences de presse, qui aide la police et la corrompt. Une mafia qui, pendant des décennies, a fait partie intégrante de l'État. Aujourd'hui, nous allons parler des Yakuza, les maîtres du crime au Japon. Mais détrompez-vous, ce ne sont pas seulement des tatouages et des doigts coupés. Ceci est l'histoire de la façon dont une mafia est devenue une composante de l'âme politique, sociale et économique d'une nation tout entière. 1. La première apparition les Yakuza sur le radar de l'Occident. À la fin des années 60, des agents fédéraux américains identifient pour la première fois un nouveau type de criminels. Ils apparaissent à Hawaï, tatouages couvrant tout leur corps, certains avec des doigts amputés. Ils ne comprennent pas encore leur fonctionnement, mais une chose est claire, ils sont nombreux et ils sont organisés. Alors que la mafia américaine compte environ 20 membres, les Yakuza au Japon dépassent déjà les 180 zéros. Un chiffre qui déclenche toutes les alarmes. Dans un pays qui compte moins de la moitié de la population américaine, il y a 9 fois plus de mafieux. Le crime qu'ils exportent est invisible mais mortel. Jeux illégaux, prostitution, trafic d'armes, d'êtres humains et de drogue. Mais lorsque les États-Unis tentent d'intervenir, ils se heurtent à un mur inattendu, la police japonaise elle-même. Ce n'est pas une question de vieille rancune. C'est plus gênant encore. La police coopère avec les Yakuza, pas sans secret. Parfois, de manière tout à fait ouverte. Certaines bandes affichent fièrement, à l'entrée de leur bureau, l'emblème de leur syndicat criminel. Oui, sur la porte, comme si un panneau annonçait « Ici, c'est la mafia ». Et ce n'est pas tout. Elles organisent des conférences de presse, présentent des excuses publiques, annoncent des trêves. Ce que les États-Unis viennent de découvrir, c'est une mafia qui ne se cache pas, mais qui fait partie intégrante de l'ordre social. D'où viennent les Yakuza? Origine dans l'ombre. Nul ne sait avec certitude d'où viennent les Yakuza. Leur histoire est enveloppée de mythes, de contradictions et de récits qui s'entrelacent comme des tatouages sur la peau. Mais 4 théories principales se dégagent. Chacune raconte une version différente de ce qu'ils furent ou prétendirent être. Première théorie, les kabukimono, d'anciens samouraïs sans maître, des guerriers errants, extravagants et violents. Ils portaient des vêtements aux couleurs vives, arboraient des coiffures absurdes et déambulaient dans les rues avec leurs katanas dégainés. Leur réputation, imprévisible, dangereux, sanguinaire. Certains tuaient simplement pour tester leur lame ou perfectionner une technique. Si les Yakuza descendent d'eux, alors leur origine est celle de la terreur et de la force brute. Deuxième théorie, les Mashiyako, l'exact opposé. Ceux-ci étaient des justiciers populaires, défenseurs du peuple contre les abus des samouraïs corrompus. Des bandes de rue qui protégeaient les commerçants et les plus pauvres. Les Yakuza modernes aiment se considérer comme les héritiers de cette tradition. Mais un problème subsiste. Il n'existe aucune preuve claire qui les relie à ces figures. Troisième théorie, les Bakuto, les joueurs. Des nomades qui organisaient des jeux clandestins dans des tavernes sombres et des ruelles. Le mot Yakuza viendrait de la pire combinaison possible dans un jeu de cartes japonais. Ui, Ya, 9, Ku, 3, Za. Un chiffre inutile. C'est ainsi que les perdants se surnommaient entre eux. Avec le temps, ce nom est devenu celui de toute l'organisation criminelle. Quatrième théorie, les tequillas, les escrocs. Des marchands ambulants, des commerçants malhonnêtes. Ils extorquaient les voyageurs, vendaient des produits contrefaits, exigeaient des paiements pour leur protection. Leur structure était hiérarchique, disciplinée, semblable à celle que les Yakuza conserveront plus tard. D'une manière ou d'une autre, ces 4 racines, le guerrier fou, le héros des rues, le joueur et l'escroc, se sont entremêlés. Et de cette fusion est né quelque chose de plus dangereux que chacun d'eux pris séparément. Mais ce qui a vraiment différencié les Yakuza, ce n'est pas leur origine. C'est la façon dont ils se sont organisés. Le clan, le serment et la loyauté absolue. Alors que d'autres mafias agissaient par opportunisme ou par cupidité, les Yakuza se sont construits sur une relation plus ancienne et bien plus profonde. Celle de l'Oyaban-Koban, le père et le fils. Le chef, c'est l'Oyaban, celui qui protège, guide, punit et récompense. Le subordonné, c'est le Koban,
Celui qui obéit, sert, et si nécessaire, meurt pour son chef. Ce n'est pas une métaphore. Si l'Oyabun commet un crime, le Kobun peut être celui qui en paie le prix, par la prison ou par le sang. Il ne s'agit pas de simple loyauté, c'est une dévotion. Une dévotion ritualisée lors de cérémonies, qui scellent le lien comme un mariage criminel. Lors des cérémonies d'initiation, on sert du riz, du poisson, du sel et du saké. Le parrain et le nouvel initié s'assoient face à face. Ils échangent des coupes, puis viennent les mots. À partir de maintenant, ta vie ne t'appartient plus. Elle appartient à ta famille et à ton Oyabun. Même si ta femme et tes enfants meurent de faim, ta loyauté est ici. Le nouveau membre n'obtient ni pouvoir ni respect immédiatement. D'abord, il nettoie, il exécute des corvées, il garde les enfants, il polite les dés de jeu. Et il attend, car dans le monde des Yakuza, l'ascension ne dépend pas de l'ambition, mais de l'obéissance. Et si cette obéissance se brise, le châtiment tombe. Le prix de l'erreur quand la loyauté se paie dans le sang, dans l'univers des Yakuza, échouer ne signifie pas seulement perdre le respect. Cela signifie mettre son corps en jeu, littéralement. L'un des châtiments les plus symboliques et terrifiants de cette organisation est le Yubitsum, l'amputation volontaire d'une partie du petit doigt. Il ne s'agit pas d'un acte barbare, c'est un rituel de soumission, de repentir et de contrôle. Quand un membre trahit, désobéit ou commet une faute grave, il doit se racheter non par des mots, mais par sa chair. À genoux devant son Oyabun, il pose sa main gauche sur une planche et tranche la première phalange de son auriculaire avec un couteau affûté. Le morceau amputé est soigneusement nettoyé, enveloppé dans un tissu blanc, puis remis au chef. Pas de cri, juste le silence, et un regard qui dit tout. « Je suis prêt à payer ». Ce geste n'est pas qu'un symbole. La perte du petit doigt affaiblit la prise sur la poignée d'un katana. À l'époque des samouraïs, un homme ainsi mutilé était moins efficace au combat. Il devenait vulnérable, dépendant. Et dans l'univers des Yakuza, la dépendance garantit l'obéissance. Si le pardon n'est pas accordé, le processus peut se répéter. Une seconde phalange, un autre doigt. Le corps devient alors le témoin muet des échecs successifs du mafieux. Une sorte d'archive sanglante visible de tous. Le Yubitsum n'est pas pratiqué dans toutes les branches. Certains clans l'ont abandonné ou réduit à des gestes plus symboliques. Mais chez les plus orthodoxes, il demeure respecté. Car au-delà de la douleur, il incarne quelque chose d'irrévocable pour l'ancienne école, l'honneur. Mais toutes les fautes ne peuvent être rachetées. Si l'offense est trop grave trahison, désobéissance directe ou fuite d'informations vers la police, le destin n'est pas le couteau, c'est l'exil. Être banni d'un clan Yakuza n'est pas une simple sanction, c'est une mort sociale. L'Oyabun informe toutes les organisations alliées que cet individu n'est plus le bienvenu. Il est marqué, proscrit, sans protection, sans famille, sans nom. Dans la rue, les bannis sont appelés chiens sans maître. Et dans un monde où la loyauté est tout, il n'existe pas d'insulte plus létale. Marqué à jamais, l'art du tatouage Yakuza. Il existe quelque chose qui distingue les Yakuza de toute autre organisation criminelle dans le monde. Leur peau. Pendant des siècles, les tatouages furent un symbole de honte au Japon. Des marques imposées par la justice aux criminels récidivistes. Un anneau sombre autour du bras pour chaque crime commis. Un stigmate social impossible à cacher. Un sceau qui disait « Cet homme est hors la loi ». Mais les Yakuza ont pris cette marque et l'ont transformée en art. Les tatouages Yakuza l'Irezumi ne sont pas de simples décorations. Ce sont des narrations visuelles. Une histoire personnelle qui recouvre le corps comme une armure symbolique. Des dieux, des démons, des tigres, des dragons, des guerriers, des fleurs. Chaque image porte un sens. Chaque trait est choisi avec soin. Et surtout, ces tatouages ne sont pas faits pour être montrés au public. En réalité, ils sont dissimulés sous les vêtements. Le dos, la poitrine, les bras. Le cou et les mains restent intacts. Les tatouages sont destinés au clan, pas au monde extérieur. Mais au-delà du dessin, il y a la méthode. Traditionnellement, l'Irezumi est réalisé à la main, sans machine, sans anesthésie. L'encre est insérée dans la peau à l'aide d'aiguilles, fixées sur des tiges de bambou ou d'acier. C'est un processus lent, douloureux, presque rituel. Un tatouage couvrant tout le corps peut nécessiter plus de 100 heures de travail.
Chaque séance est une épreuve de résistance, un acte de volonté qui démontre courage, engagement et appartenance. Dans le monde souterrain japonais, le respect ne se gagne pas par des paroles. Il se gagne en endurant la douleur, en silence. C'est pourquoi plus un tatouage est élaboré et ancien, plus son porteur est prestigieux. Mais le tatouage est aussi une frontière. Dans la société japonaise, où l'apparence et l'ordre sont essentiels, les personnes tatouées sont encore aujourd'hui rejetées des salles de sport, des piscines publiques, des saunas ou des bains thermaux. Beaucoup d'établissements affichent des panneaux indiquant « Interdit aux personnes tatouées ». Tout le monde sait à qui cela s'adresse. Dans les rues, les tatouages sont un avertissement. Dans l'organisation, ils sont un honneur. Et pour les yakuza, le corps est la toile sur laquelle s'écrit la loyauté. Le berceau d'une mafia comme en naissent les familles yakuza. Dans le Japon féodal, tout tournait autour d'un principe fondamental, l'ordre, l'honneur, la hiérarchie, le devoir. Et ce même principe façonna les premières organisations criminelles. Car même dans le crime, la discipline était sacrée. Du XVIIe au XIXe siècle, des groupes de bakuto joueurs et de tekiya, marchands ambulants, commencèrent à s'organiser en clans. Ils imitaient les structures familiales traditionnelles, un chef au sommet, une chaîne de commandement claire et des loyautés absolues qui dépassaient les liens du sang. Mais ce qui transforma véritablement ces groupes dispersés en quelque chose de plus grand fut l'adoption formelle du système Oyabun Kobun. Ce modèle paternaliste fit du chef non seulement un leader, mais une figure sacrée. Sa parole était loi, ses ordres, incontestables, et son pouvoir, absolu. Chaque clan fonctionnait comme un petit État, avec ses propres règles, son code, sa propre économie. Les revenus provenaient des jeux illégaux, de la protection des commerçants, du contrôle des marchés et de l'extorsion. Avec le temps, ils se diversifièrent également dans des affaires légales, servant de façade pour blanchir de l'argent ou infiltrer des structures officielles. La cérémonie d'initiation dans la famille scellait un destin. Une fois à l'intérieur, il n'y avait plus de retour possible. On cessait d'être un citoyen ordinaire pour devenir une partie intégrante de quelque chose de plus grand. On obtenait des privilèges, mais aussi des obligations. Les membres les plus anciens respectés comme des kyodai ou frères aînés enseignaient le code aux nouveaux venus. Ne pas voler le clan, ne pas toucher à la femme d'un compagnon, ne pas trahir, ne pas attaquer de civils innocents, et surtout, obéir au chef, même au prix de sa propre vie. Cette toile de famille, parfois alliée, parfois ennemie, s'étendit à travers tout le Japon. Et avec le temps, des noms émergèrent, gravant leur marque sur la carte du crime organisé. L'un d'eux, le Yamaguchi-gumi. Né dans la ville de Kobe, ce clan réussit à absorber ou éliminer ses rivaux pour devenir la plus grande organisation criminelle du pays. Son fondateur, Harukichi Yamaguchi, et son héritier, Kazuo Taoka, n'étaient pas seulement des chefs mafieux. Ils étaient des architectes du pouvoir. En 1940, le Yamaguchi-gumi dominait déjà une grande partie du territoire japonais. Mais leur âge d'or ne faisait que commencer. Et il allait arriver avec une guerre. Et un ennemi inattendu, les États-Unis. Guerre, faim, et marché noir les Yakuza et l'occupation du Japon. 2 septembre 1945. Le Japon signe la reddition inconditionnelle. La guerre est terminée. Mais pour des millions de Japonais, le cauchemar ne fait que commencer. Des villes réduites en cendres, la faim, l'humiliation nationale. Les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki n'ont pas seulement anéanti des vies, elles ont annihilé la foi en l'avenir. Durant ces années sombres, l'État japonais est paralysé. La population a besoin d'aide. Et ceux qui répondent ne sont pas les autorités, mais le crime organisé. Les Yakuza, dont beaucoup avaient combattu ou collaboré avec l'armée impériale, émergent comme une force capable d'agir. Pas par altruisme, mais dans cette heure noire, leur rôle s'avère décisif. Quand la nourriture manque et que les stocks sont contrôlés par les forces d'occupation, le marché noir prospère, et ceux qui savent opérer en marge de la loi deviennent indispensables. Ils distribuent du riz, du charbon, des biens de première nécessité, protègent les quartiers contre les pillages, établissent des réseaux d'échange qui permettent à des millions de Japonais de survivre. Pendant ce temps, la police japonaise, discréditée après la guerre, a perdu une grande partie de sa capacité opérationnelle. Et les Américains,
concentré sur la lutte contre l'expansion du communisme, adopte une stratégie pragmatique: tolérer les yakuza tant qu'ils contribuent au maintien de l'ordre. C'est une paradoxe inconfortable. Officiellement, les occupants cherchent à nettoyer le pays des éléments criminels. Mais dans la pratique, de nombreux chefs yakuza bénéficient d'un traitement préférentiel. Certains collaborent même avec les services de renseignement américains. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même ennemi, le communisme. La guerre froide ne fait que commencer, et sur cet échiquier mondial, les yakuza deviennent un outil utile. Ils contrôlent des ports, des quartiers entiers, des syndicats. Oui, ils sont violents, mais aussi nationalistes, hiérarchiques et farouchement anticommunistes. Un homme incarne cette période: Yoshio Kodama. Kodama n'était pas un simple mafieux. C'était un opérateur politique. Pendant la guerre, il avait travaillé dans des opérations de contrebande pour l'Empire. Après la reddition, il est arrêté comme criminel de guerre de classe A, la même catégorie que les hauts officiers militaires. Mais au lieu d'être condamné, il est libéré en 1948. Et il revient dans le jeu, plus puissant que jamais. Kodama devient le pont entre les politiciens conservateurs, les hommes d'affaires et les yakuza. Il organise des assassinats de figures de gauche, reçoit des fonds secrets de la CIA, finance les campagnes du Parti libéral-démocrate japonais, qui gouvernera le pays pendant des décennies. Grâce à des figures comme lui, les yakuza cessent d'être de simples bandes. Ils deviennent un acteur silencieux du pouvoir dans le Japon d'après-guerre. Et tandis que l'économie japonaise renaît, les clans de la pègre s'étendent en parallèle, prêts pour une nouvelle ère de richesse et de contrôle. L'Empire de l'ombre, l'âge d'or des yakuza au Japon, année 1950. Le Japon renaît. Des ruines de la guerre émerge une puissance industrielle. Le miracle économique japonais est en marche. Et tandis que les usines se multiplient, que les villes se modernisent et que la consommation explose, une autre machine prospère dans l'ombre, celle des yakuza. Les clans mafieux, qui avaient grandi à l'ombre du marché noir, ne disparaissent pas lorsque l'économie se régularise. Ils changent simplement de peau. Ils quittent les ruelles pour entrer dans les salons. Ils investissent dans la construction, le divertissement, l'immobilier, et même dans des bordels légaux déguisés en clubs de compagnie. Ils achètent des entreprises, créent des sociétés écrans, s'infiltrent dans les syndicats et les médias. Le yakuza n'est plus seulement le voyou armé de son katana. C'est désormais un homme d'affaires en costume noir, lunettes sombres et attachées, case. Inspirés par les films de gangsters américains qui avaient envahi le Japon durant l'occupation, ils adoptent le style des parrains hollywoodiens. Costumes élégants, voitures importées. Un nouveau visage pour la même structure de pouvoir. Et au sommet de ce pouvoir se tient Kazuo Taoka, le légendaire chef du clan Yamaguchi-gumi. Surnommé le parrain du Japon, Taoka transforme son organisation en un réseau opérant dans 36 des 47 préfectures du pays. Sous son commandement, le Yamaguchi-gumi compte plus de 13 membres et génère des centaines de millions de dollars annuels. Mais le véritable talent de Taoka n'était pas la violence, c'était la diplomatie criminelle. Il évite des guerres inutiles, celles des alliances clés, et maintient une image de contrôle et d'ordre, même au sein du crime. Sous sa direction, les yakuza atteignent quelque chose d'inédit, une forme de légitimité sociale. Dans certains quartiers, ils maintiennent l'ordre mieux que la police. Ils préviennent les délits mineurs, protègent les commerçants qui paient leurs contributions et conservent un équilibre étrange. Une mafia visible, régulée par un code interne et tolérée par l'État, car les politiciens avaient besoin de paix sociale. Et les yakuza offraient exactement cela, au bon prix. Parallèlement, d'autres clans prospèrent. À Tokyo, l'Inagawa-kai. À Osaka, le Sumiyoshi-kai. Tous répliquent le même modèle. Entreprise légale, financement de partis conservateurs et contrôle d'activités illicites clés. En 1958, la police estimait environ 70 membres actifs à travers tout le Japon. 5 ans plus tard, ils étaient 184 plus nombreux que l'armée nationale. Et le plus inquiétant, il n'y avait aucun moyen de les arrêter sans toucher également aux hommes d'affaires, fonctionnaires et politiciens qui avaient profité de leur ascension. C'était le pacte tacite de l'après-guerre. L'État reconstruisait le pays. Les yakuza en assuraient la stabilité depuis l'ombre.
Et tandis que le Japon célébrait ses Jeux olympiques en 1964, montrant au monde sa renaissance, la mafia japonaise se préparait à entrer dans son âge d'or. Politique, pouvoir et sang, quand les yakuza sont devenus l'État. Quand une mafia domine les rues, elle devient un problème. Mais quand elle domine aussi les bureaux ministériels, elle devient une menace pour la démocratie. Durant les décennies 1950 et 1960, alors que le Japon consolidait sa croissance économique, les yakuza s'infiltraient de plus en plus dans la politique nationale, pas en simples opportunistes, mais en véritables alliés stratégiques du pouvoir. Les connexions n'étaient plus des rumeurs, elles étaient visibles. Réunions discrètes entre parrains et ministres. Contribution de plusieurs millions aux campagnes du Parti libéral-démocrate, la force conservatrice qui gouverne le Japon presque sans interruption depuis 1955. Protection offerte aux politiciens, en échange de faveurs, de contrats et de silence. Le symbole le plus extrême de cette symbiose fut encore une fois Yoshio Kodama. Après avoir collaboré avec la CIA, Kodama devint l'intermédiaire le plus influent entre le crime organisé et le pouvoir politique japonais. Son réseau d'influence englobait des hommes d'affaires, des militaires à la retraite, des partis ultranationalistes et bien sûr, les principales familles, yakuza. Il n'était plus simplement un mafieux, c'était un roi sans couronne. En 1972, grâce à sa médiation, deux clans historiquement rivaux, le Yamaguchi-gumi et l'Inagawa-kai, signèrent une alliance qui redéfinirait l'équilibre du crime organisé japonais. Kodama se trouvait également derrière l'un des plus grands scandales du siècle, l'affaire Lockheed, un réseau de corruption internationale où l'on découvrit que des hauts responsables japonais, y compris le Premier ministre Kakei Tanaka, avaient reçu des millions en pots de vin d'une entreprise aéronautique américaine. Qui gérait les paiements? Kodama. Qui servait de garant? Les yakuza. Lorsque le scandale éclata en 1966, l'impact fut dévastateur. Kodama fut arrêté, accusé de détournement de fonds et d'évasion fiscale pour plus de 65 millions de dollars. Des manifestants ultranationalistes, jadis ses alliés, commencèrent à exiger qu'il se suicide publiquement pour avoir déshonoré la nation. Un an plus tard, un fanatique fit s'écraser un avion léger contre sa maison dans une tentative d'assassinat ratée. La chute de Kodama marqua un tournant. On ne pouvait plus cacher que l'État et le crime partageaient trop de clés du même palais. Et pourtant, le mal était déjà fait. Les structures étaient corrompues. L'influence des yakuza sur l'économie et la politique était si profonde que même les scandales les plus médiatisés ne parvenaient pas à l'éradiquer. Et tandis que l'opinion publique regardait vers Tokyo, les clans, eux, tournaient leur regard vers l'extérieur. Il était temps d'exporter leur modèle, et le monde était prêt à les accueillir. Frontières ouvertes, les yakuza sur la scène mondiale. À la fin des années 70, les yakuza contrôlaient déjà presque tout à l'intérieur du Japon. Rues, ports, marchés, entreprises, quartiers entiers. Mais la croissance interne avait ses limites. Et comme toute organisation qui refuse de mourir, ils cherchèrent de nouvelles terres pour opérer. C'est ainsi qu'une expansion internationale, silencieuse mais efficace, commença. Le premier objectif fut logique. Les États-Unis. Hawaï servit des portes d'entrée. Proche, culturellement familier et doté d'une importante communauté japonaise. Depuis cet archipel, les clans commencèrent à s'implanter dans des points stratégiques du Pacifique. Los Angeles, San Francisco, Seattle, puis, plus tard, New York. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ils n'arrivèrent pas en envahisseurs violents. Ils vinrent en tant que partenaires stratégiques. Ils établirent des contacts avec les mafias locales, négocièrent leur participation aux jeux clandestins, à la distribution de méthamphétamine et à la prostitution déguisée. Et le plus surprenant, dans de nombreux cas, ils furent acceptés. Comme le résumait un détective new-yorkais de l'époque, « Ici, rien ne se fait sans l'aval des 5 familles. Si les yakuza opèrent, c'est qu'ils ont la permission. » Mais l'Amérique du Nord n'était pas leur seul objectif. En Asie, ils établirent des routes de traite humaine depuis la Thaïlande, les Philippines et la Corée. Ils promettaient du travail à de jeunes femmes qui finissaient contraintes à se prostituer dans des bordels japonais. Des milliers de victimes, des millions de gains. Ils renforcèrent également leurs liens avec les mafias russes, surtout après la chute de l'Union soviétique. Depuis Vladivostok,
Ils importaient armes, voitures volées et femmes. En échange, ils envoyaient des biens de luxe, des produits électroniques et de l'argent liquide. Et bien sûr, il y avait le commerce le plus lucratif, la drogue. Les Yakuza avaient acquis une expérience avec la méthamphétamine dès la Seconde Guerre mondiale. Après le conflit, d'énormes quantités de cette drogue étaient restées stockées au Japon. Les clans commencèrent à la distribuer, d'abord localement, puis régionalement. Dans les années 90, ils eurent même des contacts avec les cartels colombiens, notamment celui de Cali. On parla d'un accord entre le Yamaguchi-gumi et des émissaires du cartel pour introduire de grandes cargaisons de cocaïne au Japon. La police japonaise se préparait à une tempête de poudre blanche. Mais, curieusement, elle n'eut jamais lieu. L'accord capota. Personne ne sait pourquoi. Certains parlent de peur, d'autres de trahison. Mais une chose est sûre, le contact a existé. Pendant ce temps, les revenus des Yakuza à l'étranger continuaient de croître. Ils utilisaient des sociétés écrans, des comptes bancaires internationaux et des prête-noms légaux. Le crime devenait sophistiqué, mondial. Et bien qu'ils continuassent de répondre à leur clan d'origine au Japon, la nouvelle génération de mafieux plus jeunes, plus ambitieux, commençait à voir le monde comme leur véritable champ de bataille. Les frontières s'étaient effacées. Et les Yakuza étaient prêts à conquérir les affaires du XXIe siècle. L'âge d'or, quand les Yakuza sont devenus des magnats. Années 80. Le Japon atteint son apogée. L'économie croît à une vitesse vertigineuse. La valeur de la bourse explose. Les biens immobiliers à Tokyo atteignent des prix supérieurs à ceux de tout le territoire des États-Unis. C'est la plus grande bulle spéculative de l'histoire du pays. Et pour les Yakuza, c'est une mine d'or. Les clans, qui dominaient déjà le crime traditionnel, voient une opportunité. Cesser d'être de simples criminels pour devenir des investisseurs. Ils commencent à injecter des millions dans la bourse, à acheter des terrains, à contrôler des entreprises de construction, des sociétés financières et des agences immobilières. Plus besoin d'intimider, il suffit de signer des contrats. L'argent sale est blanchi. Les profits se multiplient. Et de nombreux chefs Yakuza deviennent de véritables magnats. L'un d'eux fut Tsusumu Ishii, chef de l'Inagawakai à Tokyo. Un mafieux élégant, discret, qui évitait le spectacle de la violence et préférait opérer depuis l'ombre du système financier. En 1988, sa fortune dépassait 6 milliards de dollars. Il possédait des participations dans des entreprises légales, des biens immobiliers de luxe, des actions à la bourse de Tokyo et même des propriétés à l'étranger. Durant cette période, les clans n'avaient plus besoin d'imposer leur pouvoir par la force. Ils le faisaient avec de l'argent. Ils achetaient le silence, ils achetaient le respect, ils achetaient l'accès. Ils étaient reçus dans des restaurants exclusifs, lors de réunions d'affaires, à des événements politiques. Et bien souvent, les citoyens ordinaires ignoraient que derrière certaines entreprises ou bâtiments se cachait la Yakuza. Le crime organisé japonais avait atteint un niveau de sophistication comparable à celui des multinationales. Structure administrative, département juridique, investissement stratégique. À une différence près, derrière chaque bureau élégant se cachaient des décennies de sang, de menaces et de discipline criminelle. Pendant ce temps, le reste du monde regardait avec étonnement et inquiétude ce phénomène unique. Une mafia qui, loin de s'affaiblir avec la modernisation, s'adaptait et prospérait comme jamais auparavant. Mais comme toute bulle, celle-ci allait éclater, et d'une manière brutale. La chute n'entraînerait pas seulement des banques, des entreprises et des politiciens, elle marquerait aussi le début de la fin pour l'empire Yakuza. La chute, quand l'argent a cessé de couler, 1991. La bulle économique japonaise éclate. Ce qui avait été une croissance irrésistible se transforme en ruine. Les prix de l'immobilier s'effondrent. La bourse plonge. Les banques s'écroulent sous le poids des prêts irrécouvrables. C'est le début de ce que l'on appellera la décennie perdue. Et avec elle commence aussi la décennie maudite des Yakuza. Durant les années de prospérité, les clans avaient accumulé d'énormes fortunes. Mais ces richesses étaient liées à des actifs financiers hautement spéculatifs, terrains surévalués, actions sans valeur réelle, sociétés écrans dépendant du cycle du crédit. Quand tout s'est effondré, ils se sont effondrés avec. Les pertes furent colossales. Les revenus illégaux provenant de l'extorsion, des jeux et de la prostitution chutèrent également. Et avec une économie en crise,
les Japonais commencèrent à voir d'un autre œil ceux qu'ils considéraient autrefois comme un mal nécessaire. La presse commença à révéler les liens entre mafieux et dirigeants d'entreprises. Des listes de sociétés contrôlées par les Yakuza furent publiées. Ce qui avait été toléré pendant des décennies devint soudainement intolérable. En 1992, le gouvernement japonais adopta une mesure historique, la loi anti-gang, Boryokudan Teisakuo. Pour la première fois, les Yakuza furent officiellement désignés comme une menace pour la société. Ils ne furent plus reconnus comme des associations commerciales à structure traditionnelle, comme c'était le cas jusque-là. Ils devinrent une cible directe de l'État. La loi permettait de geler leurs comptes, de fermer leurs bureaux, d'interdire leurs réunions. Et surtout, elle criminalisait tout type de soutien logistique ou financier à leurs activités. Entreprises, banques ou particuliers coopérant avec eux pouvaient être sévèrement sanctionnés. Les effets furent immédiats. Des centaines de bureaux fermèrent. Des milliers de membres démissionnèrent officiellement. Les clans commencèrent à perdre du pouvoir, du moins en apparence. Car la réalité était tout autre. La loi ne détruisit pas les Yakuza. Elle les força simplement à muter. De nombreux membres actifs quittèrent les structures visibles, mais continuèrent à opérer comme associés. D'autres se reconvertirent en hommes d'affaires en apparence légitimes. Des réseaux encore plus opaques se formèrent, sans enseigne, sans logo, sans bureau. Le nombre officiel des Yakuza diminua. Mais le crime ne disparut pas. Il devint simplement invisible. Et pour les autorités, cela signifiait quelque chose d'encore plus difficile à combattre. Une mafia sans visage, sans hiérarchie claire, et de plus en plus détachée de ses anciens codes d'honneur. Le vieux pacte, celui qui unissait crime et tradition, violence et loyauté, commençait à se briser. Et ce qui allait émerger ensuite serait une nouvelle génération, sans règles. La nouvelle Yakuza, un monstre sans honneur ni visage. Avec l'effondrement de l'économie, le durcissement des lois et la chute de leur influence politique, les Yakuza furent contraints de se réinventer pour survivre. Mais cette réinvention eut un prix, la destruction de leur identité. Pendant des décennies, le monde des Yakuza avait été régi par des codes stricts. Obéissance, hiérarchie, interdiction de toucher aux civils, interdiction de trahir le clan. Il y avait des rituels, des engagements, des châtiments. Une structure qui, bien que violente, était prévisible. Tout cela n'existait plus. À partir des années 2000, l'organisation commença à se fragmenter. Les leaders historiques moururent ou se retirèrent. Les nouvelles générations refusèrent de respecter les codes du passé. Elles voulaient de l'argent, vite, facilement, sans loyauté ni serment. Le système Oyabunkoban, cette relation sacrée entre le chef et le subordonné, perdit de son poids. Les jeunes mafieux n'étaient plus disposés à se sacrifier pour leur chef, ni à passer des années à nettoyer sa maison ou à faire des courses avant d'espérer gravir les échelons. Ils voulaient des profits immédiats, et beaucoup étaient prêts à trahir leur propre clan pour les obtenir. Certains commencèrent même à collaborer avec les autorités. Témoins protégés, délations, fuite vers les médias. Une rupture inimaginable à l'époque dorée de la pègre japonaise. En interne, cela provoqua un chaos sans précédent. Le manque de cohésion entraîna des luttes de pouvoir, des divisions, des guerres intestines. Le crime organisé continuait d'exister, mais il n'était plus une seule structure unifiée. C'était désormais un réseau dispersé, désordonné, bien plus imprévisible et bien plus dangereux. Les activités, elles aussi, changèrent. Ils ne dominaient plus le marché noir traditionnel. Désormais, ils opéraient dans l'ombre du capitalisme moderne, escroqueries électroniques, fraude financière, extorsion numérique, manipulation de crypto-monnaies. La Yakuza du XXIe siècle n'utilisait plus tant le katana que l'ordinateur portable. Et leur infiltration dans des secteurs comme la technologie, les jeux en ligne, les investissements opaques ou le trafic international de données démontra une vérité. Le crime n'avait pas disparu, il s'était adapté à son époque. Mais cela s'était fait au prix de leur âme. La mafia japonaise avait perdu ce qui la distinguait des autres. Sa culture, ses rituels, son sens de l'identité. Elle n'était plus désormais qu'un réseau de plus dans le crime globalisé. Et pour une société aussi profondément structurée que la japonaise, ce n'était pas seulement une menace pour la loi, c'était une menace pour sa propre mémoire collective. Le crépuscule du clan
La lente fin des Yakuza. Pendant des siècles, les Yakuza ont dominé le monde souterrain japonais. Ils ont survécu aux guerres, aux dictatures, aux scandales et aux réformes. Mais aujourd'hui, sans qu'aucune balle ne soit tirée, sans qu'aucune épée ne soit dégainée, ils disparaissent. Le déclin n'a rien de spectaculaire, ni de cinématographique. Il est silencieux, méthodique, implacable. Au début des années 2010, les autorités japonaises ont intensifié leur offensive légale. Il ne s'agissait plus seulement de poursuivre les mafieux. Désormais, toute personne ou entreprise faisant affaire avec eux devenait une cible potentielle. Sociétés, banques, agences immobilières, même des commerces de quartier. S'il était prouvé qu'ils facilitaient un quelconque service ou échange avec les Yakuza, ils pouvaient être sanctionnés ou fermés. Cette stratégie réussit là où la répression directe avait échoué. Les clans commencèrent à manquer d'argent, à perdre leur réseau, à voir leur marge d'action réduite à néant. Dans le même temps, l'opinion publique changea radicalement. Ce qui autrefois était perçu comme un mal nécessaire est devenu un fardeau national. Ce qui autrefois était perçu comme un mal nécessaire est devenu un fardeau national. Le nombre de membres actifs chuta de plus de 80 dans les années 90 à un peu plus de 10 aujourd'hui. Et la plupart d'entre eux ne sont plus jeunes. Les nouvelles générations japonaises ne s'intéressent pas au monde du crime. Elles ne le voient plus comme un chemin honorable. Elles le perçoivent comme quelque chose de maladroit, décadent, sans avenir. Un phénomène résume ce déclin. Les Yakuza sans clan, des ex-membres expulsés, des vétérans incapables de se réinsérer, d'anciens parrains oubliés. Sans argent, sans alliés, sans pouvoir, beaucoup vivent dans la rue. D'autres, dans des centres d'assistance gouvernementaux. Certains ont demandé à intégrer des programmes de réinsertion, acceptant des emplois précaires et des formations de base. Un destin impensable quelques décennies plus tôt. Le vieux contrat social entre la mafia et l'État est mort. Et avec lui, l'idée même du Yakuza honorable. Même les rituels ont disparu. Les tatouages, autrefois symboles de fierté, sont désormais cachés sous des vêtements longs pour éviter le rejet social. Les amputations de doigts n'impressionnent plus personne. Et les clans qui subsistent le font en marge du crime, sans le pouvoir politique ni l'aura culturelle qu'ils possédaient autrefois. Ainsi s'éteint l'une des organisations criminelles les plus singulières et complexes du XXe siècle. Pas par la guerre, mais par l'oubli. Un système qui fut craint, admiré, respecté et haï, disparaît aujourd'hui lentement, comme une ombre de plus dans les rues d'un pays qui n'a plus besoin de lui. Un héritage d'encre, de silence et de peur. Pendant plus de 4 siècles, les Yakuza ont été bien plus que de simples criminels. Ils furent une anomalie historique. Une mafia qui alliait discipline et terreur, tradition et corruption, honneur et destruction. Ils n'étaient pas de simples voyous. Ils furent des gestionnaires de l'ordre lorsque l'État échouait, des partenaires du pouvoir lorsque les gouvernements avaient besoin de stabilité. Ils furent, durant des décennies, le reflet déformé de la société japonaise. Des kabuki-mono du XVIIe siècle aux magnats financiers des années 80, l'histoire des Yakuza est aussi celle d'un pays qui a changé, mais qui, pendant longtemps, a toléré la violence comme un élément du système. Aujourd'hui, ce pacte est rompu. La société japonaise a décidé de fermer cette porte, et elle l'a fait sans bruit, sans guerre civile, sans grande rafle médiatisée. Simplement, en cessant de dépendre de la mafia. Mais ce qu'ils laissent derrière eux ne s'efface pas par décret. Des milliers de victimes, des milliers d'histoires cachées, et un héritage culturel qui restera présent dans le cinéma, la littérature, la mémoire collective, longtemps après que le dernier tatouage aura été recouvert et que le dernier chef sera mort en silence. Le clan se dissout, la structure s'effondre, mais l'avertissement demeure. Quand le pouvoir se mêle au crime et que le crime devient une habitude, peu importe l'ancienneté de la tradition, tôt ou tard, tout empire finit par tomber. Remerciements et appel à l'action. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'une des organisations criminelles les plus complexes et controversées de l'histoire. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, vous savez désormais que l'histoire des Yakuza ne se résume pas à la violence et au pouvoir. C'est aussi une leçon sur la manière dont le crime peut se dissimuler, s'adapter et disparaître sans jamais vraiment cesser d'exister. AM
Si ce contenu vous a semblé précieux, abonnez-vous à la chaîne. Votre soutien nous permet de continuer à produire des documentaires avec la profondeur et la rigueur que méritent ces récits. Activez les notifications pour ne manquer aucun épisode. Et si vous avez un sujet que vous aimeriez voir traité ici, partagez-le dans les commentaires. Merci pour votre temps, pour votre attention, et pour avoir choisi de rester jusqu'au bout. On se retrouve dans la prochaine vidéo.